Bonjour les C3. Alors, je vous prépare cette vidéo pour récapituler ce qu'on a fait cette dernière semaine. Cette semaine, on a fini le chapitre 2 en voyant la leçon 3. Alors, je vous rappelle, le chapitre 2, c'est le chapitre qui se concentre sur l'absolutisme des systèmes de l'Europe avant la Révolution française, du XVIIe siècle, XVIIe et XVIIIe siècle. On a commencé ce chapitre en découvrant Versailles, qui est un symbole d'absolutisme. Et puis, on a vu dans la leçon 2 l'absolutisme royal dans les différents domaines, c'est-à-dire économie, politique étrangère, religion. Et dans la leçon 3, cette leçon, vous avez vu la semaine dernière comment la société est divisée. Alors, vous vous rappelez, depuis l'année dernière, la société européenne est divisée en 3 ordres. Et cette division, c'est une division naturelle. Elle n'est pas faite pour être injuste ou pour provoquer le peuple ou n'importe. Non, c'est juste la division naturelle qui est dictée par la loi, qui est dictée par la religion, qui est dictée par l'ordre naturel des choses. Voilà. Dans la leçon 3A et 3B, vous allez trouver les justifications qui expliquent pourquoi cette société est divisée de cette façon. Je vous rappelle, ces 2 leçons sont à maîtriser parce que ces 2 leçons comprennent des pages d'un livre, comprennent des sources d'Internet, une vidéo, et c'est de là qu'il faut étudier. C'est-à-dire que vous serez évalué et comptabilisé sur les informations de ces sources-là. Voilà. Alors, dans cette vidéo, je vous récapitule, je vous résume la différence entre les 3 ordres, pas vraiment en détail, mais je vous laisse ci-joint un document qui résume aussi, avec un peu plus de détails, les 3 ordres. Mais comme j'ai dit, ce document ne remplace pas la leçon 3A et 3B. C'est doit être utilisé avec. Alors, je vais partager l'écran pour vous montrer les 3 ordres en bref. Très bien. Donc, voici le document que je vous laisserai sur la plateforme. Alors, en général, la société française, extension du Moyen-Âge, dans les temps modernes, elle est divisée en 3 ordres. Pas que la France, même l'Angleterre, beaucoup de pays européens, en fait, suivaient le même système. Donc, on a un ordre qui est au top de la pyramide sociale, l'ordre du clergé. Ce sont les hommes de religion. Et je vous rappelle que chaque ordre n'est pas le même. C'est-à-dire que dans chaque ordre, il y a encore des divisions. Donc, il y a des caractères en commun, mais il y a aussi des divisions. Par exemple, le clergé, qu'on appelle ceux qui prient, puisqu'ils sont les hommes de l'Église qui s'occupent de la religion, de tout ce qui est religion, on y trouve dedans un haut clergé, un bas clergé, un haut clergé comme les évêques, les grands abbés, les grandes abbés, et dans le bas clergé, on trouve des curés, des moines, on trouve des riches clergés qui vivent richement, une vie luxueuse, et on trouve aussi des clergés qui sont pauvres, qui vivent modestement. Un clergé qui vit dans l'église, qui est isolé dans l'église, hein, et un autre qui vit parmi le siècle, parmi la population, qui vit une vie dans une ville ordinaire. Voilà. Cet ordre représente 0,5%. Vous voyez, c'est très minoritaire, mais il est l'ordre le plus important. Donc, vous voyez un peu comment la société est un peu déséquilibrée dans ce temps-là. Comme aujourd'hui aussi on a d'autres types de déséquilibre. C'est normal dans n'importe quelle société. Le clergé a une fonction essentiellement religieuse. Il prêche, il doit faire la prêche, il s'occupe de la messe, des prières, ils écoutent les confessions, comme vous savez. Mais ils ont aussi d'autres types de fonctions, des fonctions administratives, comme par exemple les registres paroissiaux, c'est-à-dire qui s'occupent de statistiques, de nombre de morts, de naissances. Ils doivent s'occuper de la charité, l'assistance des pauvres, et ils s'occupent également de l'éducation. Parce que je vous rappelle, l'éducation dans ce temps était essentiellement une éducation religieuse. Et donc, c'est eux qui s'occupent de la religion. Alors, ça, c'est un ordre qui est privilégié, qui a une position avantageuse dans la société.
Parmi ces privilèges, on trouve un privilège fiscal, financier, lié à l'argent. Par exemple, ils ne paient pas de taxes. En fait, ils collectent des taxes parce que la population doit payer au clergé 10% de leur récolte en échange de leur appréciation de ce qu'ils font dans la société, puisqu'ils s'occupent de la fonction religieuse, administrative, éducation. Donc, on leur paie 10% de nos récoltes. Ils ont aussi des privilèges euh, judiciaires, c'est-à-dire devant la loi. Par exemple, les clergés ne sont pas jugés comme tout le monde. Non, ils sont jugés devant une loi spéciale, un tribunal spécial qui concerne seulement le clergé. Un deuxième ordre qui est aussi très privilégié et qui représente seulement 1,5% de la population, c'est les nobles. Les nobles, ils sont qui? Dans le Moyen Âge, la noblesse était en majorité des seigneurs. Vous vous rappelez des seigneurs qui s'occupent d'un domaine seigneurial? Alors, ici, dans les temps modernes, les seigneurs existent toujours, mais leur importance dans la société a un peu changé. Je vous rappelle que ça, c'est une société qui est gouvernée essentiellement par le roi. Avant, c'était les seigneurs qui s'occupent de leur euh, territoire. Maintenant, le seigneur, il suit le roi. Donc, en tout cas, la noblesse, ce sont les descendants de ceux qui étaient dans le Moyen Âge des seigneurs et des chevaliers. Et donc, on les appelle comme symbole ceux qui combattent, ceux qui maîtrisent l'art de la guerre. Voilà, parce que leurs parents étaient des seigneurs, des chevaliers. Et comme le clergé, cet ordre est lui-même divisé, on trouve la noblesse d'épée, ce sont les nobles qui sont descendants de guerriers, de princes. On appelle ça une noblesse ancienne. C'est une noblesse qui est vraiment guerrière, de guerre, une noblesse de combattants. Même s'il n'y a plus de, même si dans le temps de paix. Hein. Et il y a une autre noblesse qui est assez récente, qui est assez nouvelle, qu'on appelle la noblesse de robe. Cette noblesse, c'est pas seulement héréditaire, comme la noblesse d'épée, c'est-à-dire c'est pas seulement obtenu par les anciens, les ancêtres, la famille, mais non, elle peut être acquise, elle peut être obtenue récemment. C'est une noblesse qui s'occupe des travaux politiques, judiciaires, administratifs. Donc, vous voyez un autre type de travaux importants qui n'est pas de travaux de combat ou de guerre. Ils ne sont pas seulement des chefs militaires. Non, ils sont des chefs politiques, des chefs administratifs, ainsi de suite. C'est la noblesse de robe. Il y a comme le clergé des nobles qui vivent très richement, qui sont très riches, et il y a des nobles qui sont en fait très pauvres. Et comment, monsieur? Mais la noblesse n'est pas une question d'argent, je viens de dire, c'est une question de position dans la société, n'est-ce pas? Donc, vous avez la haute noblesse qui vit richement, qui a un style de vie riche. Vous avez une noblesse qui sont des courtisans qui vivent avec le roi. Et vous avez des nobles qui vivent modestement, hein, qui vivent d'après leur choix peut-être, ou d'après leur niveau. Donc, ils sont on appelle ça les gentilshommes, comme gentlemen. Hein, ils sont des gentilshommes qui sont nobles, qui sont prestigieux, mais qui ne sont pas riches, qui possèdent seulement peut-être des terres, moins riches que les autres. Ou parfois, ils ne possèdent absolument rien, que seulement des trucs qui ont obtenu de leur famille, par exemple. Hein, un château, une petite terre, et c'est tout. Donc, ils sont aussi différents. Vous pouvez trouver les détails à travers, comme j'ai dit, dans les leçons, dans la recherche. Leurs fonctions, bien sûr, comme j'ai dit, sont des fonctions variées. Hein. Il y a des nobles qui ne travaillent pas. Voilà. Il y a des nobles qui travaillent des travaux bureaucratiques, politiques. Il y a des nobles qui sont des combattants, probablement qui ne travaillent pas dans le temps de paix. Hein. Voilà. C'est aussi un ordre qui est très privilégié. Il ne paie pas d'impôts, bien sûr. Il a des privilèges judiciaires et il collecte des impôts, comme le droit seigneurial. Hein, ceux qui l'obtiennent du domaine de la seigneurie qu'ils ont, parce qu'ils ont une partie de terre qu'ils gouvernent, ils protègent les paysans et en échange, ils sont respectés, ils sont appréciés, en échange de loyauté, si vous vous rappelez. Ils ont aussi des privilèges honorifiques, symboliques, dans la façon dont ils sont vêtus, le fait qu'ils pratiquent la chasse, qu'ils peuvent porter l'épée, des armes, même s'ils n'utilisent pas. Donc, voilà. Et bien sûr, vous avez la majorité de la population, c'est le tiers-État,
qui représente 97%. Et c'est la classe, c'est l'ordre qui est le plus privilégié, le moins privilégié, le plus varié. Il paie tous les impôts au clergé, aux nobles et aussi des impôts au roi. Donc, c'est eux qui s'occupent de tous les impôts. C'est aussi une classe qui est très, très, très variée, la plus variée. On y trouve dedans ceux qui sont très pauvres, ce sont la majorité, qui sont probablement des paysans, mais on y trouve aussi ceux qui sont de niveau moyen et ou des niveaux très riches. Parfois, ils sont très riches, plus riches que les nobles, parfois. Et on appelle les riches et les moyens des bourgeois, la bourgeoisie. Ce sont eux qui aspirent à la noblesse, ils veulent accéder à la noblesse parce qu'ils ont déjà l'éducation, l'argent, et les métiers. Ils sont par exemple des commerçants, des avocats, ils travaillent des métiers ordinaires, autres que travailler la terre. Ils ne sont pas des paysans. Et même les paysans, dedans, on y trouve des paysans qui sont très riches. Vous voyez, c'est un ordre qui est vraiment très hétérogène, très varié. Et bien sûr, il n'a aucun privilège. Oui, peut-être sa vie peut être riche, mais sa vie reste compliquée par le fait que c'est une classe qui, qui est la moins importante aux yeux de la loi, aux yeux du roi, aux yeux de la religion, aux yeux dans les yeux de la politique. Voilà. Bon, je vous laisse avec ce résumé. Je vous rappelle, vous devez rechercher ça en détail, le maîtriser pour la sommative où vous allez faire une carte mentale. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser pendant le cours. Donc voilà, je vous souhaite une bonne préparation, une bonne semaine et à la prochaine.